Bonjour et bienvenue dans ce point lecture de janvier. Alors tout d'abord, avant que je vous les montre, je voulais juste remercier les nouveaux abonnés. J'ai eu la surprise de voir quelques personnes arriver, je suis très contente. En plus, elles m'ont suivi sur le Facebook auteur, sur Instagram. Voilà, donc merci de votre présence, c'est agréable. Deuxième chose, j'avais prévu de faire en fait une vidéo pour le Cold Winter Challenge. Je l'ai fait, enfin j'ai participé au Cold Winter Challenge et j'ai réussi, j'ai fait tout ce que j'avais fait. Mais honnêtement, voilà, la vidéo n'était pas nécessaire pour moi, sachant que voilà, j'ai testé le Cold Winter, c'est hyper sympa à voir, à faire, etc. Mais ça correspond pas du tout à ce que je voulais. Donc honnêtement, au lieu de faire une vidéo qui allait durer 5 minutes pour vous montrer les 5-6 livres que j'ai lus, je voyais pas l'intérêt de le faire parce que j'ai pas développé plus que ça la palle, donc voilà. Donc on passe au point lecture de janvier, attention, vous allez voir, c'est encore un truc. Je sais même pas si on voit tout à l'intérieur, je vais essayer de faire ça comme ça, voilà. Je suppose que vous voyez à peu près tout. Donc il y a 2 relectures, pardon, il y a 2 relectures, il y a 3-4 romans et 2 BD. Voilà, donc on commence tout de suite, hein, tant qu'à faire. Donc dans l'ordre, en fait je le fais dans l'ordre où je les ai lus, sauf pour les BD, je les ferai à la fin. Donc premier, Seigneur tout honneur, premier livre lu, et oui je le dis encore, parce qu'on m'a fait encore la réflexion, non je n'ai pas de vernis depuis quelque temps, parce que je me suis massacré les ongles à cause d'un vernis que j'avais acheté qui était d'une bonne marque, mais qui visiblement m'a massacré les ongles, donc je ne peux plus porter de vernis pour l'instant. Je sais, ça commence mal. Alors, donc là, premier livre et premier roman lu, c'est Les Chroniques de la Cité, donc le tome 2, La Vallée de Magali Guyot, que j'ai reçu en service de presse, sachant que la semaine prochaine, il y a un podcast qui sort sur mon site officiel, avec une interview de Magali, hein, qui m'a fait le plaisir de m'accorder cette interview pour parler de son travail, du tome 2 et de ce qui va arriver. Donc dans le tome 2, donc La Vallée, on retrouve les personnages après donc la mort de 2 personnages emblématiques qui faisaient, on va dire, la part belle, ou tout du moins la liaison entre la vallée et la cité. On retrouve 4 groupes, 3 qui sont en fuite, 1 qui est la cité qui est à leur recherche. Donc en fait, cette fois-ci, c'est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus intense. Elle développe quelque chose qui est beaucoup plus politique, beaucoup plus écologique. Elle se centre sur les rapports humains, sur la transmission, sur l'histoire des personnages, sur leur passé, sur ce qu'on peut affronter quand on a perdu des gens qu'on aimait, comment on gère ça, comment on gère l'exil aussi, puisqu'ils s'en vont. Donc les 3 groupes sont séparés, et la chronologie s'étend sur à peu près, alors au début on fait un bond sur 5 ans et ensuite ça s'étend sur 15 à 20 ans. Donc on suit les personnages qu'on connaissait dans le tome 1 et puis petit à petit vieillissant, et les nouveaux, ceux qui étaient nés, qu'on avait vu tout petits et qui sont grands. Voilà, donc on suit tout ça, l'évolution, et il y a aussi une réflexion. Alors moi j'ai beaucoup aimé, j'en ai parlé dans le podcast avec elle, j'ai beaucoup aimé la recherche et le fait qu'elle ait soumis l'éducation d'une enfant, à l'occurrence une petite fille, un bébé, à un robot. Alors un robot qui, dans ces chroniques de la cité, sont quand même des robots très avancés, qui sont à la limite de l'humanoïde, on va dire, un peu comme Blade Runner. Et donc en fait, moi j'aime bien cette relation parce que le robot en fait élève la petite fille d'une manière très carrée. C'est-à-dire qu'en fait, il lui apprend basiquement tout ce qui doit être, sans s'éterniser sur la sensibilité enfin tout ce qui peut nuire pour lui à la vie d'un enfant. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé ce rapport-là. Après, je peux pas vous raconter ce qui va se passer, mais moi j'ai bien aimé, sachant que je sais qu'il y a un tome 3 et que ça me semble évident. Voilà, à la fin, ça me semble très évident. Moi, j'ai dit la revanche, la revanche, la revanche, elle était morte de rire. Donc, en gros, j'ai hâte de voir le 3 parce qu'elle m'a dit que c'était quand même beaucoup plus sombre, ou beaucoup plus
Ouais, je peux pas dire. Vous irez voir vous irez écouter le podcast, sachant que là, c'est vraiment beaucoup plus adulte aussi, beaucoup plus détaillé. Il y a beaucoup plus de réflexion dans tout. C'est pas, je ne dis pas que le premier n'était pas réfléchi, hein, c'est pas ça. Mais il y a dans l'évolution des trois groupes et de la cité et des personnes qui évoluent, qui vieillissent, etc., il y a une évolution adulte et il y a une réflexion sur beaucoup de choses, de tout. Politique, écologique, sociale, sociétale, etc. Enfin bref. Donc les chroniques de la cité, Magali Guyot, tome 2, La Vallée. Honnêtement, moi j'ai beaucoup aimé encore, hein, elle le sait, je lui ai dit. Je la remercie pour la dédicace parce que voilà, je l'avais dit dans le book haul, hein, elle m'a mis juste que effectivement il n'y avait pas de guimauve là-dedans. Voilà. Il n'y a pas de trop de guimauve. Deuxième livre lu que j'ai reçu aussi en service de presse, c'est Kate Moss, La Cité du Feu de chez Sonatine. Alors oui, Sonatine et moi, en ce moment, ça marche assez bien. Hein, c'est un peu comme French Pulp. Hein. Voilà, donc à chaque fois, ils me font découvrir des choses. Je connaissais de nom, mais je n'avais jamais lu Kate Moss. Alors oui, vous allez me dire Kate Moss, oui, comme... non, à part qu'il y a un E dans celle-là. La Brandy, il n'y a pas de... Donc... Cette fois-ci, on part sur un roman historique. On est en 1562 entre Carcassonne, Toulouse et une autre cité dont je ne peux pas vous parler parce que justement, elle est le pivot de l'histoire. On est en présence de deux personnages, on va dire principaux, même s'il y a pas mal de choses qui gravitent et de personnes qui gravitent autour d'eux. Donc d'un côté, il y a Marguerite Joubert qu'on surnomme Minou, même si elle a pratiquement 20 ans, ce qui est assez rigolo d'avoir un surnom de gamine pour une jeune femme, qui est la fille d'un libraire veuf qui a subi, alors sans le dire à ses enfants, parce qu'il a également un garçon, un jeune homme, enfin un ado et une petite fille, sans le dire à ses enfants, qu'il a subi en fait les interrogations musclées des inquisiteurs, toujours des gentils garçons, qu'il était un fervent catholique, qui sont établis comme libraires dans la cité de Carcassonne. Alors il distribue autant des livres, on va dire, autorisés et des livres réformistes, puisque de l'autre côté se trouve, en fait, c'est la première guerre de religion en France, cette période-là. Donc il y a entre les catholiques et les huguenots. Donc de l'autre côté, on fait la connaissance de Piet, un franco-hollandais, qui lui, alors c'est une anguille ce garçon, en plus d'être visiblement à la description assez joli garçon, il porte sur lui quelque chose d'assez précieux, je peux pas vous dire sinon voilà, qui le fait osciller entre Carcassonne et Toulouse, et qui essaie de passer entre les mailles du filet, sachant qu'il s'est fait un ennemi de son meilleur ami de l'époque, qui lui vise carrément l'archevêché de Toulouse. Vas-y, vu les ambitions de la bête. D'ailleurs, le garçon en question, il est pas il est catholique, hein, mais il n'est pas très catholique des masses par rapport à ce qu'il fait. Bref, donc ces deux jeunes hommes, enfin cette jeune femme et ce jeune homme vont se rencontrer, vous pensez bien, en plein milieu de cette espèce d'embroglio qui est fait que les deux parties se disputent, essayent de s'éradiquer pour les catholiques sur les protestants et les protestants de sauver un peu ce qui se passe. Donc on suit tout ce qui se passe en sous-main aux arcanes, les complots, tout ce qui était cette espèce d'inquisition, de conditions assez difficiles. Alors, il y a une réflexion sur les conditions des femmes à l'époque, même si Minou prend la tête de la librairie de son papa et est quand même une fille indépendante. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas une donzelle assise au fond sur le fauteuil en attendant le retour du prince. Hein. Pas du tout. C'est plutôt une fille indépendante, volontaire, etc. Alors évidemment qu'ils vont se rencontrer, Marguerite et Piet. Évidemment, ils vont s'entraider. Évidemment, ils vont tomber amoureuses, mais ça se sent mais tout de suite. Mais alors, vous savez que j'aime pas la guimauve, mais ce n'est pas... Alors, il faut attendre presque la fin pour avoir la guimauve. Enfin, la guimauve, l'histoire d'amour vraiment réelle, même si on sent bien que les deux feraient à peu près n'importe quoi pour être ensemble. Mais, alors,
d'où le troisième lieu, il y a une ombre noire qui rôde. Il y a des apartés de cette ombre, de cette personne maléfique qui visiblement en veut autant à l'un qu'à l'autre. Et on sait, nous, le lecteur, que Marguerite, Minou, donc, a une place prépondérante dans l'histoire, elle est détentrice, enfin, elle est le secret de l'histoire. Donc on sent son avenir, on sent ce qui va arriver, honnêtement, hein, on va dire à un tiers du roman, je savais qu'elle était ce genre de personne, etc., et que ça allait lui tomber dessus. Mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien détaillé, c'est tellement bien documenté. Kate Moss a une écriture fluide, c'est facile à lire. Alors je sais que vous allez comparer, parce qu'il y en a qui me l'ont dit, oh la couverture ressemble du Ken Follett, etc. Ouais, ça pourrait rentrer dans ce genre de saga de fresque, parce que c'est une fresque historique aussi. Alors là, ça se passe entre Carcassonne et Toulouse pendant la première guerre de religion en France. C'est hyper bien fait, on détaille tout. Moi, franchement, j'ai passé un très bon moment, puis c'est une période qui m'a toujours beaucoup intéressée. Donc évidemment, quand Sonatine l'a sortie, bah, j'ai fait moi. Parce que bon, je savais que j'allais passer un temps agréable avec l'histoire. Après, j'ai beaucoup aimé, même si je vous dis, on sent venir les choses entre les deux personnages de Minou et de Piette. Mais c'est tellement bien amené, c'est tellement bien... comment dire? Oui, c'est tellement bien amené, c'est tellement joliment fait que ça passe et qu'on tourne les pages et que le petit pavé de 600 et quelques pages passe à une vitesse mais vraiment effroyable. Moi je l'ai lu en, je crois, 2 ou 3 après-midi, parce que moi je l'avais reçu mi-décembre, donc je l'ai lu à la fin de l'année. Vraiment les derniers jours de décembre, et j'avais autre chose à faire, hein, je passe pas ma journée à lire, dommage, mais je l'ai lu très vite parce que je n'arrêtais pas de tourner les pages parce que je voulais savoir ce qui leur arrivait, même si je me doutais, mais voilà. Donc La Cité de Feu, donc Kate Moss, chez Sonatine, que j'ai reçu en service de presse. Si vous intéressez à l'histoire, si vous vous intéressez aux guerres de religion ou pas, si vous aimez bien les histoires romantiques et romanesques, si vous aimez bien l'histoire, les arcanes, l'Inquisition, et puis l'occitan. Alors ce que j'ai aimé ça aussi, c'est qu'elle utilise la culture occitane avec bonheur. Et honnêtement, c'est vraiment, enfin pour moi, qui suis de l'Aquitaine et donc du Périgord, voilà, c'est quelque chose qui chantait à mes oreilles. Voilà. Donc pour beaucoup de raisons, en plus, comme très, très gentiment, quelqu'un de ma famille m'a dit, bah tiens, ça va rentrer dans le truc familial, ça, les guerres de religion. Mais voilà, donc franchement, si vous aimez les romans historiques, romanesques, un peu dans la lignée des Ken Follett, si vous aimez, franchement, voilà. On m'a gentiment dit que si j'avais aimé celui-là, il fallait que je lise un autre Kate Moss, et donc on m'a conseillé Le Labyrinthe. Je vais essayer de le trouver en occasion, et il va atterrir dans la palle, je pense, de avril, mai, juin, je sais pas, mais en tous les cas, je vais en relire un autre parce que j'aime beaucoup son écriture. Voilà, donc je le monte. En plus, la couverture est très très jolie. Enfin, en tous les cas, pour moi, c'est le genre de couverture qui m'attire l'œil, hein, donc c'est pas parce qu'elle est orange, hein, c'est parce qu'elle est très belle. Autre livre, alors complètement différent. Alors, il faut que j'explique. Ouais. Alors, l'autre livre que j'ai lu, alors c'est le premier que j'ai lu de janvier. Voilà. C'est Jennifer Le Sieur, Tu marcheras dans le soleil chez Stock, que j'ai eu, comme vous pouvez le constater, en seconde main, voire en troisième main. Je suis désolée, j'ai toujours mes allergies, hein, mais ça ne changera jamais. Je crois que je suis allergique à la baraque. Je plaisante. Alors, j'avais repéré ce livre il y a 1 an et demi, un an à peu près. Bah non, pas tout à fait, parce que ça devait être en avril. Mais enfin bon, bref, presque un an. Parce que j'avais été attirée par le nom de l'auteur, Jennifer Le Sieur, dont j'avais lu certains documents, livres et articles qu'elle avait fait, notamment sur Jack London, Amelia Earhart, etc. Et quand j'ai vu qu'elle sortait un livre sur Bruce Chatwin, je m'étais dit, tiens, il faut que je le lise.
Alors je ne l'ai pas acheté tout de suite, mais je l'ai retrouvé en seconde main. Et je me suis dit, tiens, il faut que je le lise. Alors Bruce Chatwin, c'est un auteur anglais, mais aussi un explorateur. C'est quelqu'un qui, à la base, a la bougeotte. Alors de part peut-être son passé parce que enfant il a été éduqué lors de la Deuxième Guerre mondiale et enfin la Seconde Guerre mondiale, pardon. Et il a bougé beaucoup de lieux parce qu'il y avait des bombardements, donc peut-être que ça lui a donné cette bougeotte-là, mais aussi, surtout, je pense, par atavisme familial, puisqu'en fait, ses ancêtres avaient des cabinets de curiosité et bah, ils avaient tous la bougeotte, en fait, en gros. Hein, ils sont tous partis à l'étranger. Et c'est un garçon qui est fascinant parce qu'il est à la fois très solaire et très beau. Je ne sais pas si vous avez une photo, il faudra que vous regardiez. C'est un très beau garçon. Mais c'est quelqu'un qui ne sait pas s'arrêter. Voilà, donc il veut toujours découvrir, il veut marcher plus loin, toujours, parce que c'est un marcheur. Il veut marcher toujours plus loin, aux endroits où des gens ne sont jamais allés. Et donc Jennifer Le Sieur raconte son parcours, mais ce n'est pas une biographie avec des accumulations de faits, de détails, de vie, etc. Moi, j'appelle ça plutôt un récit, parce qu'elle explique comment elle a rencontré Bruce, oui, Bruce, si vous voulez, mais Bruce. Elle explique comment elle s'est mise en rapport avec sa veuve, où elle est allée sur les traces de cet homme-là, comment elle a fouillé dans les archives, alors photographie parce qu'il prenait beaucoup de photos aussi, mais dans ses papiers, dans ses carnets. C'est quelqu'un qui a écrit, alors je ne sais pas si vous avez lu, mais moi je l'avais lu il y a fort longtemps, c'était En Patagonie. Qui est, paraît-il, un récit, on va dire, un peu sur la route de Kerouac, pour certains marcheurs, etc. Donc moi je l'avais pas lu pour ça, parce que c'était plutôt parce que ça m'intéressait ce lieu-là, mais bon voilà, c'est comme ça que j'ai connu Bruce Chatwin. Et en plus j'avais vu des photos de lui et je l'avais trouvé fascinant. Voilà, c'est un peu le style comme la première fois j'ai vu Arthur Rimbaud. Oui, je sais, je suis futile, je regarde les garçons. Mais oui, non, c'est voilà, j'avais été attirée par le garçon, puis j'avais été attirée par son écriture. Et alors, il y a aussi une autre chose entre Jennifer Le Sieur et moi, c'est que en fait, la façon dont elle parle de sa rencontre, puisque il est mort du sida à la fin des années 80. La façon dont elle parle de sa rencontre, de comment elle en est venue à s'intéresser à lui, comment elle en est venue à être subjuguée sans être tombée amoureuse, mais avoir ce sentiment voilà, de connivence avec un auteur qui est mort. Ça m'a touchée parce que moi j'ai le même rapport avec Louis Gendreau. Voilà. Donc c'est assez difficile à expliquer. Moi je l'explique assez facilement quand j'en parle. Et en fait elle fait une espèce de préface où elle explique comment elle en est venue à s'intéresser à lui. Et j'ai trouvé que c'était assez semblable à ce que moi j'avais ressenti. Donc ça m'a d'autant plus touchée. En plus c'est quelqu'un qui est assez fascinant. Vraiment, il est parti en Afghanistan, partout. Enfin, il est parti tous les pays imaginables, en Afrique. Alors, il aimait autant les filles que les garçons, d'où sa vie assez dissolue et une femme qui a beaucoup de patience, hein, parce qu'il faut se taper ce genre d'énergumène, sachant qu'il va toujours revenir. Hein, il revient, mais il sait pas rester en place. L'Angleterre est trop petite pour lui, trop étroite, c'est exigu, malgré le fait qu'il ait l'air d'être assez heureux en ménage, dans le sens où elle l'emmerde pas des masses, hein, puisqu'elle lui laisse quand même beaucoup de liberté, mais non, voilà. Alors, c'est un mec qui est aussi fascinant que ce qu'il est tête à claque, c'est-à-dire que je pense que c'est dans la vie, le genre de mec qui vous taperait sur les nerfs dans une proportion assez grosse. Moi, quelquefois, je me suis même surprise à dire ah non, mais lui, je l'aurais pas supporté 20 minutes, quoi. Au bout d'un moment, voilà, c'est un beau parleur, etc. Mais c'est un mec fascinant. Voilà, c'est d'où mon intérêt très immense pour les explorateurs, les écrivains, explorateurs, machin, parce que les aventuriers, parce que en fait, en gros,
Voilà quoi, c'est des mecs où à la rigueur vous allez pas les supporter parce qu'ils vont vouloir vous faire monter sur l'Everest toutes les 2 minutes et que vous allez cracher un poumon aux 100 premiers mètres, mais vous pouvez pas vous empêcher de les regarder avec admiration. Voilà, et Bruce Shadowin est ce genre de type, donc Tu marcheras dans le soleil de Jennifer Le Sur chez Stock. Honnêtement, si vous aimez les récits de vie, les évasions, les aventuriers, les mecs un peu insupportables mais sublimement beaux, voilà, Bruce Shadowin. Autre livre, alors là, ça n'a aucun rapport, vous allez voir. Moi, je suis passée du coq à l'âne. Hein, je passe de genre de science-fiction à guerre de religion, en passant par un écrivain anglais. Maintenant, je suis en Sibérie avec des bandits. Super. Non, mais voilà. Alors, c'est un livre, il s'appelle Urkas, itinéraire parfait d'un bandit sibérien de Nikolai Lilin, aux éditions de Noël. Alors, je signale tout de suite que c'est un livre qui date de 2010. Je l'avais vu passer, donc en 2010. J'avais été attirée en fait par les tatouages. Et j'avais lu la 4e de couverture et je m'étais dit, moi qui suis une fan de la Russie et qui aime l'histoire et tout ce qui a trait à la culture russe, je m'étais dit, il faut que je le lise. Bon, évidemment, il faut que je le lise. Hein. Voilà, il est resté dans ma wishlist un gros moment. Et la dernière fois, par hasard, puisque j'achète sur un site de seconde main étranger, et je l'ai vu passer, mais vraiment, alors, je vous dis vraiment du hasard. Il était parmi les images qui déroulaient. Il était à un prix dérisoire. Alors, il n'est pas vraiment abîmé, hein, vous voyez. Il n'est pas abîmé du tout. Enfin, c'est un peu jauni à l'intérieur, mais pas des masses. Il était à un prix dérisoire parce que je crois que je l'ai payé même pas 2 € et des poussières. Donc, quand je l'ai vu, je fais « Oh, mais je ne l'ai pas lu, celui-là !» Là, évidemment, l'autre qui s'est réveillé. Donc, j'ai acheté. Je l'ai reçu et je me suis dit, il faut que je le lise. Donc, en fait, on suit Nikolai. Alors, ça peut être une biographie ou une autobiographie, etc., romancée aussi, de ce petit garçon qu'on suit dans sa famille en Sibérie, coincé entre les fleuves Lena et Amour, qui sont les fleuves sibériens, mais qui sont aussi des portes chance, des portes bonheur pour les bandits de cette caste-là. On le suit dans sa découverte de sa famille, de ses us et coutumes, de ses ordres, de l'ordre en général, des armes, de la manipulation, de comment on fait passer les messages, parce qu'ils ont un système assez codé de se parler. Il y a des codes à respecter dans ce milieu-là des bandits sibériens, donc il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. Il explique dès le début de sa jeunesse comment il baigne dedans forcément, mais comment il apprend petit à petit, comment il reçoit sa première pique, c'est-à-dire son premier couteau, etc., jusqu'à sa maison de correction. Parce qu'il était bien parti pour être un grand bandit, et puis il a été fasciné par les tatouages que portent ces gens-là, et il est devenu tatoueur, et on suit tout son itinéraire. Alors attention, c'est vraiment une plongée impressionnante dans ce milieu-là, dans cette culture-là, cet état sibérien, ce petit microcosme. Moi j'ai été vraiment fascinée. Alors il y a des redites, hein, ils se répètent de temps en temps, etc. Mais je trouve que les personnages, en plus les personnages ont tous des surnoms. Alors au début, mais vous pataugez, hein, parce que tout le monde a des surnoms. Donc tout le monde s'appelle, si l'oncle a un surnom, on l'appelle par le surnom, mais aussi par l'oncle, le surnom, machin. Voilà, donc au début, quoi ? Mais très vite on s'y fait. Et j'ai beaucoup aimé parce que j'ai mis plus de temps à le lire, non pas parce qu'il était compliqué, pas du tout, et notamment parce qu'il est assez fascinant, et donc on a très très envie de continuer à savoir ce qui va lui arriver, comment il en est venu au tatouage, comment il en est venu à partir, etc. Enfin bref, puisque Nicolas Elin vit en Italie. J'ai mis plus de temps à le lire parce qu'en fait j'ai fouillé. C'est-à-dire que je me suis renseignée sur les lieux de Sibérie qu'il citait. Je me suis renseignée sur les tatouages, sur la caste, parce que bon, grâce à maintenant Internet, on arrive à trouver beaucoup de choses. Moi, je suis fascinée, hein, je vous le dis, par la Russie, par les peuples, par la culture. Et donc, du coup, c'était un autre versant de la culture russe. Et de la vie russe. Alors on parle beaucoup de mafia, on parle beaucoup de gangs, on parle beaucoup de ce genre de bandits, etc. Là ça fait partie d'une case de bandits en Sibérie. Moi honnêtement, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne regrette absolument pas, sauf d'avoir attendu 10 ans pour le lire.
Voilà. Mais c'est voilà, si vous aimez ce genre de genre roman autobiographique très romancé, enfin je pense pas qu'il y ait... Je sais pas. Sur Instagram, l'auteur m'a envoyé un petit mot en MP. Je pense que j'aurais dû lui demander, mais j'ai pas osé, lui demander si c'était tant romancé que ça. Et en fait, je ne crois pas, parce que d'après les choses que j'ai trouvées un peu à droite, à gauche, et puis j'avais gardé un vieux National Geo qui parlait de ça. Et en fait, ça n'a pas l'air d'être très romancé. Donc je pense que c'est vraiment sa vie, ou en tous les cas la vie de quelqu'un. Et j'ai trouvé ça assez fascinant. Oui, je suis désolée. 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 Me voilà de retour. C'était ma voisine, en fait, très gentille. Elle m'a porté un colis parce qu'on m'a envoyé un service de presse. Et en fait, le facteur a sonné chez elle hier. Il lui a remis le paquet dans la boîte aux lettres. Et quand elle a pris le courrier tout à l'heure, elle m'a dit « C'était pas à moi, mais il aurait pu quand même vous le porter. » Je me suis dit « Non, mais non. Non, il y en a certains qui portent pas les colis jusqu'au 3e étage. » Bref, voilà. Donc on finit avec ça. J'ai attendu 10 ans pour le lire. Très con. Mais franchement, Nicolas et Liline, si vous aimez ça, un peu ce genre de choses. Enfin, encore un garçon pas recommandable. Je suis désolée. Je crois que je vais dans les garçons pas recommandables. Sachant que le Général Lux vient... Je me rassois correctement, je suis désolée. Le Général Lux vient désincruster, donc vous allez peut-être voir arriver des papates quelque part. Général Lux, quoi. On va passer au BD. On va y arriver. Donc deux BD, en fait deux BD entre guillemets historiques, une qui est qui est foncièrement bien faite, mais qui est plus légère, et l'autre qui est beaucoup plus difficile et dure, mais beaucoup plus instructive. Donc la première, c'est L'Armée de l'ombre, donc de Olivier Spintent, donc chez Paquet. C'est le tome 1. J'avais vu ça passer, je crois qu'il n'est pas très jeune en fait, il y a 4 tomes, mais je l'avais vu passer il y a un petit moment et je voulais absolument le lire. Pareil, je l'ai trouvé en seconde main. Alors c'est l'histoire en fait de Ernst qu'on suit en 1942 sur le front russe, hein, puisque ça c'est sous-titré L'hiver russe, c'est le premier tome. Alors c'est hyper bien documenté parce que l'auteur en fait met une bibliographie à l'intérieur des films, séries, livres, etc. qu'il a utilisé pour s'inspirer de ça. On suit Ernst et ses camarades sur le front russe. Alors, ce qui est pas mal, et ce que j'aime bien, c'est que en fait, il détaille aussi les conditions des soldats de la Wehrmacht. Alors autant les gens qui sont enrôlés, qui sont hyper contents d'être là et qui ouais c'est ça, on va sauver la planète, en tous les cas on va tuer tout le monde, et ceux qui ont des doutes, ceux qui ont peur, ceux qui n'ont pas envie d'avancer au pas, ceux qui avancent depuis 1940 et se rendent compte que c'est n'importe quoi, et les conditions aussi face aux Russes qui, eux, nomment les Ivan, du coup, face à ces hommes qui connaissent la rudesse du climat, qui connaissent la rudesse du pays, et qui vont se retrouver confrontés à cette armée qui leur saute dessus, littéralement. Bref, il y a autant de pièges pour ces hommes-là dans leur camp que dans le camp d'en face. Donc là, voilà, vous avez vu passer The General Hux, hein, qui, voilà, il y a un truc, là... Non, je me suis fait. Voilà, donc en fait, c'est le genre de BD historique que j'aime beaucoup parce que c'est à la fois très très facile. Alors le graphisme est très très joli. Voilà, c'est vraiment, à chaque fois c'est hyper bien fait. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est une histoire qui se lit très 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 vite, hein, rapide. Bon, alors après, vous savez très bien mon intérêt pour cette période d'histoire. Je lis les pavés, hein, les trucs qui sont derrière moi, là, les machins derrière, là. Mais je lis ça aussi parce que j'estime qu'on peut faire passer des idées, des messages, des informations aussi à ce niveau-là. Donc voilà, L'Armée de l'ombre, tome 1, L'hiver russe. Les 3 autres tomes arriveront bientôt, croyez-moi. Autre BD, mais alors là, complètement différente. Elle s'appelle Le voyage de Marcel Grob de Philippe Colline et Sébastien Goethals. Donc ça c'est chez Futuropolis. Je vous mets la 4e couverture parce que je la trouve assez belle. D'ailleurs c'est ce qui m'a attiré hein, l'œil. Elle était dans ce contexte-là quand je l'ai achetée et pas dans ce... Voilà. J'aurais acheté aussi, hein, mais voilà. Là on suit en fait... Alors... Hein, voilà, c'est pas du tout la même chose. Et puis le graphisme est assez différent.
aussi. Alors là, on suit l'itinéraire de Marcel Grob. Quand on le rencontre, ce monsieur-là, c'est un vieux monsieur qui est devant le juge, qui l'interviewe enfin l'interroge sur son passé, qui lui reproche d'être en fait un SS et dans la troupe d'élite de la Waffen SS. Et ce vieux monsieur ne comprend pas au début, ou ne veut pas comprendre pourquoi le juge assez revanchard lui l'accuse de ce genre de choses. Et en fait, il va expliquer qui il est, c'est-à-dire un malgré nous, un jeune Alsacien qui, au gré des traités, des guerres, des alliances, etc., a été ou français ou allemand, et qu'il a se trouvé sous le joug du Troisième Reich. Et pour éviter les représailles à sa famille, Marcel et un de ses copains se rendent à la convocation qui leur est gentiment envoyé par le Troisième Reich pour devenir, en fait, pour être enrôlés dans leur armée. Donc eux se retrouvent dans l'unité d'élite de la SS et vont subir les camps d'entraînement de la SS, l'école, les camps d'entraînement, etc. Pour aller après sur le début de la guerre, les fronts, et petit à petit ça va crescendo puisqu'ils vont participer à certaines batailles et certaines exactions, puisque la SS et la Waffen-SS ont été particulièrement sanglantes, enfin quand ils passaient quelque part, hein, voilà. Donc c'est aussi le cheminement et l'explication d'un jeune garçon qui s'est considéré comme un malgré nous, et ça a aussi l'intérêt d'expliquer qui sont les malgré nous. Et à la fin, il y a une très bonne documentation sur la SS, sur la Waffen-SS, sur les deux batailles qui sont intégrées dans cet ouvrage-là, et qui parlent aussi du fait que quelquefois, vous n'avez pas trop le choix, quoi. Voilà. Le choix, c'est où vous y allez, ou vous faites mourir votre famille, vous êtes déporté. Donc en gros, le choix est assez vaste, hein. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé alors le contexte, etc. Alors ça m'a, enfin comme l'armée de l'ombre, ça m'a rien apporté dans le sens où comme c'est une période que je connais particulièrement bien, j'ai rien appris de particulier sur les malgré nous, mais c'est comme le rapport W de Grand et Tornock dont je vous avais parlé sur Auschwitz. Ça a l'intérêt et le fait que quand vous donnez de la BD, que vous expliquez aussi bien avec des dessins, avec des dialogues percutants, avec des apartés, parce qu'il y a un aparté avec la greffière, ce vieux monsieur qui arrive à, pas l'amadouer, mais qui arrive à lui faire essayer de comprendre qu'il faut qu'il raconte son histoire, il faut qu'il arrête d'oublier, parce que effectivement, enfin il n'oublie pas, hein, il n'a pas oublié, mais qu'il a fait profil bas, tout, comme beaucoup de nazis qui ont, après la guerre, coulé des jours particulièrement assez sympathiques, hein, heureux. Voilà, donc ça a aussi l'intérêt de faire comprendre et de vous faire découvrir une partie de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale qui n'est pas non plus une des plus connues, qui n'est pas une des plus représentatives. Il y a beaucoup d'ouvrages sur ces histoires-là, des malgré nous, etc. Il y a eu beaucoup de choses aussi qui ont été tues pendant des années, hein, mais ça c'est... voilà. Moi je l'ai su parce qu'en Dordogne, il y a beaucoup d'Alsaciens qui sont arrivés, qui sont partis d'Alsace quand l'armée est arrivée, allemande, et donc ils le racontaient. Voilà, moi je connaissais quelqu'un qui me racontait effectivement qu'il avait un cousin qui était qui a été enrôlé dans la SS parce que lui, ils étaient restés là-bas et qu'ils appelaient ça les malgré nous. Voilà. Donc honnêtement, c'est quelque chose à voir. C'est un très très bel ouvrage en plus. Donc voilà, il a été enrôlé en juin 1944. Les deux batailles sont assez impressionnantes, une en Italie. Voilà, donc le voyage de Marcel Grob, de Philippe Collin et de Sébastien Goethals chez Futuropolis, vraiment c'est à vous, c'est à lire. Si vous aimez cette période-là, hein, n'allez pas vous coltiner ça. Et si vous voulez continuer ce genre d'éducation, je vous le dis, il y a le rapport W de Gaël Tornock, qui est d'une petite merveille. Les deux relectures, alors il y en a une qui est complète et l'autre partielle, je vous ai expliqué pourquoi. Alors évidemment, quand j'ai lu le voyage de Marcel Grob et l'armée de l'ombre, je me suis dit tiens, il faut que je lise un truc sur la période. Maboule. Donc là, Maboule a ressorti son petit bouquin qu'elle avait déjà compulsé
donc de Jérôme Prieur, Berlin, les Jeux de 36. Oui, c'est les billets de la bibliothèque. Que j'avais déjà compulsé quand j'écrivais La chute de Yann, le dernier volet de mon triptyque. Moi, j'avais déjà... Alors, toute la bibliographie, je me suis aperçue que je les avais tous lus. Et donc, en fait, comment dire, c'est une jolie petite étude sur les Jeux de Berlin et sur les enjeux qui ont tourné autour, sur comment le Troisième Reich a fait carrément sa propagande magnifiquement bien, a joué le jeu tout en essayant d'en mettre plein la vue à tout le monde, ce qu'ils ont assez bien fait, et qu'ils ont construit, puisque le stade olympique de Berlin est toujours actuel, hein, est toujours utilisé. Donc voilà, c'était très instructif. Moi, c'est très court, c'est très facile à lire, enfin en tous les cas. Moi, j'ai effectivement encore, je vais vous le dire, rien appris de plus, mais comme je l'avais déjà lu, à l'époque, je l'avais lu, mais j'avais rien appris de plus, à part un ou deux détails que j'ai creusés depuis. Mais j'avais envie de le relire, pour une raison simple, c'est que j'ai revu en fait des extraits sur l'INA des films de Leni Riefenstahl, et donc voilà. Donc j'ai fait, il est tombé par terre, il reviendra pas dans la pile, tant pis. Donc c'était les Jeux de 36. Et donc, voilà. Le dernier, alors c'est une relecture, mais je ne l'ai pas lu évidemment complet, hein, faut arrêter d'imaginer. J'ai lu des extraits. Je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement. Donc c'est ceux de 14 de Maurice Genevoix. Parce qu'en fait, je suis allée voir 2 fois le film de Sam Mendes, 1917. Et quand je suis sortie, alors déjà premièrement je me suis pris une claque, et je l'ai expliqué dans un podcast sur le cinéma, et je vais en parler à la radio aussi. Et je pense que j'en parlerai dans mes favoris du mois de février, parce que je me suis pris une claque, mais vraiment, outre la mise en scène, le machin, etc. Mais je suis toujours très sensible à la première. Je sais que je dis souvent sur la Seconde Guerre mondiale, mais je suis très sensible à la première, notamment à cause de Louis Gendreau. Et quand je suis sortie de ce film, j'ai eu envie de relire des passages de Genevoix. Voilà, parce que je me suis dit, il faut que tu relises des trucs, parce que j'ai pensé, et je le dis, hein, j'ai pensé quand je suis sortie, mes 2 premières pensées ont été à Louis et au grand-père de ma meilleure amie, Jules. Voilà, je me suis dit, punaise les mecs, putain, qu'est-ce que vous avez pu endurer, c'est impressionnant. Donc si vous l'avez pas vu, 1917, il faut y aller le voir. Et si vous n'avez pas lu, merde, à la fin, faites quelque chose dans votre vie. Maurice Genevoix, ceux de 14, oui, je sais, c'est un pavé, mais c'est un pavé utile. C'est un pavé intelligent, et c'est un pavé utile pour la culture en général, et pour savoir ce que ces hommes ont vécu. Donc voilà ce que j'ai lu. Alors en relecture, plus le 36 qui est tombé, je pense, à 2,50 m de mes pattes. Voilà, je mets le pied dessus. Super. Donc en relecture, mais bon, comme je vous l'ai dit, je vais le faire dans l'année. Alors petit à petit, j'ai relu des petits passages comme ça, et dans l'année, je relirai. Sachant que j'ai envie de relire Le Grand Maulne pour la 40e fois, 50e fois, je sais pas, j'en sais rien. Il m'est retombé d'entre les mains la dernière fois, et je me suis dit, oh, j'ai envie de le relire. Voilà, non mais je sais, je boucle sur Le Grand Maulne, mais voilà. Donc ça, Le Voyage de Marcel Grob, évidemment, L'Armée de l'Ombre, donc toujours sur la même période, mais là en 42 au lieu de 44. L'excellent Bandit sibérien de Nikolai Lilin Urkas chez De Noël. Le très beau Bruce Chatwin, Tu marcheras dans le soleil de Jennifer Le Sieur chez Stock. Les 2 amoureux catholiques et protestants, donc la cité de feu de Kate Moss chez Sonatine. Franchement, ça se lit vraiment hyper facilement, c'est agréable, et puis c'est une fresque, voilà, une fresque quoi. Et donc les chroniques de la cité, La Vallée, tome 2, Magali Guyot, comment développer une deuxième partie sans guillemot, et avec plein de choses intéressantes, et j'adore. Merci Magali en tous les cas, et vivement le 3, parce qu'en fait j'ai trop envie d'aller le 3 maintenant qu'elle me l'a briefé. Voilà, j'essaye de vous retourner ça sans m'éborner ou faire tout tomber, ce qui va pas tarder. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai lu voilà, en janvier. Je suis hyper contente parce qu'en fait, mon haul de janvier, c'est exactement ma palle, sachant que
Sachant que j'ai lu un livre de plus, enfin relu un livre de plus, et que comme j'ai arrêté, j'ai attaqué celle de février. Je vous le signalerai dans le book haul, ce que j'ai déjà lu, parce que en fait, je me suis dit que... Et puis je participe aussi à une masse critique de Babelio sur un livre qui ne m'est jamais tombé entre les mains, à des années-lumière de ce que je lis. Mais j'avais envie de le faire parce que je voulais savoir pourquoi tout le monde était tant emballé par ces deux auteurs-là. Voilà, donc je me suis dit, allez, balance à la playa, bah, vous le verrez dans le haul, je vous en parlerai. Voilà, prochaine vidéo après ce point lecture, dimanche. Rendez-vous dimanche, c'est un truc particulier, en fait c'est une vidéo sur le livre, mon nouveau roman, donc il y a des bêta lectrices qui m'ont posé quelques questions, donc je vais y répondre, je les ai notées, et puis on se donne rendez-vous aussi le 5 février pour le book haul, donc les livres que j'entends lire en février, parce que désormais ça sera ça. Début du mois, je vous dis, je lis ça. Fin du mois, je vous dis, j'ai lu ça. Et là, cette fois-ci, j'ai tout lu. Putain, la fille qui est hyper contente d'elle. Ouais, ça promet. Allez, bisous. À bientôt. Je vais retrouver le Général Alex. Je vais lui donner à bouffer parce que je pense que là, il est à l'article.